Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Donc je vous présente Arnaud. Je m'appelle Arnaud. J'ai ouvert une boutique de jeux de société il y a maintenant 13 ans, qui s'appelle C'est le jeu à Toulouse, avec comme objectif d'essayer d'aller chercher des gens qui sont pas forcément joueurs et de les amener justement à découvrir le jeu de société moderne et leur montrer qu'il y a des jeux pour tous les âges et pour tous les goûts. C'est pas que pour les enfants. Il y a voilà. Donc, voilà, je me suis toujours vraiment d'orienter ma façon de travailler vers des gens qui ne sont pas des spécialistes, même si du coup, on a aussi beaucoup de spécialistes dans notre clientèle. Mais voilà. Quelles sont les études que tu as fait? J'ai fait des études d'ingénieur en informatique électronique. J'ai travaillé dans ce secteur-là pendant 8 ans. Puis pendant quelques années, ça m'a trotté d'essayer de faire autre chose, de mettre à mon compte, partager cette passion que j'avais pour le jeu. Et l'idée a trotté, a germé. J'ai pris le temps de la travailler. Et puis en 2010, j'ai eu l'occasion de me lancer. Donc j'ai quitté mon poste d'ingénieur pour devenir commerçant, vendeur de jeux de société. T'avais pas dans l'idée, parce que tu dis que tu voulais devenir indépendant et créer ta propre société, t'as pas eu l'idée de vouloir le faire en informatique, ça a été tout de suite dans les jeux de société? Oui, non, clairement, l'idée d'avoir un métier qui ait plus de sens pour moi. Le jeu de société, quand on va conseiller un jeu et que ça correspond à ce que les gens recherchent ou ont besoin pour prendre du plaisir, on vend des moments de loisirs, de plaisir partagé entre potes, en famille. Voilà, c'est quelque part on vend du bonheur. Le jeu de société, c'est du fun, c'est du loisir. On est là pour passer un bon moment et c'est vraiment ça qu'on accompagne les gens à ce que ce moment soit le plus réussi possible, en les aidant à choisir les bons jeux. Et du coup, toi, t'as toujours été un joueur depuis tout petit à jouer à plein de jeux de société ou pas trop? Oui, complètement. Même si j'ai découvert le jeu de société moderne assez tard, même si j'ai jamais eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, de faire du jeu de rôle, je vois, j'ai un profil assez atypique dans le milieu du jeu de société parce que justement, voilà, j'étais pas rôliste, j'étais pas un très fin connaisseur du milieu du jeu. Étant gamin, j'ai toujours joué. Je connais des milliers de jeux de cartes qu'on peut faire avec un jeu de 52 cartes. Et le jeu de société, voilà, j'ai toujours eu un vrai amour pour le jeu de société. Même si, comme je disais, le jeu de société moderne, je l'ai découvert assez tard. Quand j'étais gamin et ado, je jouais surtout aux grands classiques. Alors, du coup, l'idée, tu dis qu'elle a germé, que tu as eu le temps de la mettre en place. Alors, comment tu as réussi à mettre ton idée en place et le créer vraiment en 2010? Alors, ça a été plein d'étapes différentes, hein. D'abord, l'idée de se mettre à son compte et de dire qu'est-ce que je vais faire. Donc là, vraiment, tous les champs des possibles étaient ouverts. À force de faire jouer mes copains à des jeux j'avais souvent la remarque de mais tes jeux, ils sont super, où est-ce qu'on les trouve? Tu négocies toujours des jeux originaux, tout ça. Je me dis, non, c'est pas très compliqué. Il y a des boutiques, il y en a, et il suffit d'aller les chercher. Elles sont pas forcément très visibles, pas toujours très accueillantes. Et c'est ça aussi il y a un truc à faire. C'est-à-dire que moi-même, en tant que joueur et consommateur de jeux, je n'étais pas forcément satisfait des boutiques que je fréquentais, qui étaient parfois des espèces de cavernes d'Alibaba mal éclairées, avec des jeux du sol au plafond, tout partout. Et que quand on n'y connaît pas grand-chose, voire rien du tout, on est complètement perdu. Déjà, quand on s'y connaît un peu, c'est difficile, vu la pléthore de choix qu'il y avait déjà à l'époque, c'est encore pire aujourd'hui. Et donc, je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Et donc, j'ai creusé sur cet axe-là. J'étais aussi un grand fan de BD, donc j'ai aussi réfléchi à ouvrir une librairie de BD. Enfin voilà, j'ai eu plein d'idées et vraiment le jeu de société, je me suis dit, il y a un truc. Et donc, j'ai creusé, j'ai eu la possibilité d'être accompagné pour créer un business. Je trouve qu'en fait, la boîte où j'étais, c'est un gros plan social, donc se débarrasser de quelques centaines de salariés d'un coup. J'ai pris le wagon. Mon poste n'était pas supprimé, mais je demandais à prendre la place de quelqu'un qui devait partir pour pouvoir justement me lancer. Donc j'étais dans les bonnes conditions. J'ai eu le temps de préparer un business plan, de me rendre compte qu'il y avait quelque chose à faire, c'était potentiellement viable. Et du coup, ce départ m'a permis aussi d'avoir l'argent aussi qui était nécessaire à l'ouverture d'une boutique. Est-ce que tu t'es dit, il y avait déjà des boutiques de jeux de société où il n'y en avait pas? Parce que tu disais peut-être que tu avais bande dessinée jeux de société. Qu'est-ce qui fait que tu as mis que les jeux de société en boutique? À l'époque, donc c'était en 2010 que j'ai ouvert la boutique. Donc tout ça, Mm. cette réflexion, elle se passe un petit peu avant, entre 2008 et 2010. C'est une époque où les libraires de BD, c'était compliqué pour eux. Il y avait beaucoup de librairies qui fermaient, c'était un métier difficile. Et donc, je me suis dit, ouais, c'était peut-être un peu trop risqué. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire les deux.
Puis, c'est difficile d'être bon partout. Deux domaines extrêmement vastes. Le but, c'est quand même d'accompagner les gens, donc d'être d'un conseil, un conseil pertinent. Donc, j'ai assez rapidement l'idée de la bande dessinée. Et après, c'est l'étude de marché qui m'a permis de me dire que malgré effectivement les boutiques qui étaient déjà très bien implantées à Toulouse, il y avait la place pour une boutique supplémentaire. L'expérience m'a montré que j'avais raison de le faire parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le jeu est une grosse boutique. J'ai plusieurs collaborateurs. Enfin voilà, tout se passe bien. Quelles ont été les étapes? Le but, ça a été déjà de trouver le lieu, l'emplacement. Je pense que c'est pas enfin, c'est une étape qui est pas facile. Ça m'a pris à peu près 9 mois de trouver D'accord. le local. Et pour vous dire, donc ça c'était en 2009, 2010. En 2017, j'ai déménagé la boutique pour l'agrandir parce qu'on avait clairement un problème de place. Et là, pour le coup, j'ai mis 2 ans à trouver le nouveau local. Donc ça prend du temps de trouver effectivement l'emplacement. Pendant la création du projet, il y a pas mal de gens, d'interlocuteurs que j'ai pu rencontrer qui m'ont aidé sur le montage du projet. Et effectivement, j'ai souvent entendu la phrase dans est-ce que tu connais les 3 règles d'or du commerce? Je sais pas, non. Bah, la première, c'est l'emplacement. La deuxième, c'est l'emplacement. La troisième, c'est l'emplacement. Voilà. Effectivement, l'emplacement est vraiment essentiel. Il n'y a pas que ça, mais c'est un point vraiment névralgique dans la réussite d'un commerce. Il faut trouver le bon compromis entre son activité, le budget qu'on a, la surface nécessaire, l'emplacement qui va bien, l'environnement, le flux piéton. Enfin, voilà, tous ces paramètres-là sont très difficiles à. Il faut trouver le bon alignement des planètes pour que ça se passe bien. Globalement, je n'ai pas à me plaindre, ça s'est plutôt bien passé. Mais effectivement, c'est difficile. Parce qu'il faut que tu prennes en compte l'emplacement, donc de pas être à côté d'autres boutiques à jeux de société. Enfin, je pense qu'il y avait ça à prendre en compte aussi. Alors oui, oui et non. Ça, en fait, c'est l'environnement, il est important. Effectivement, être dans une rue où il n'y a que des boutiques de fringues ou des choses qui n'ont pas grand-chose à voir, qui vont pas attirer forcément le même public, c'est pas forcément l'idéal. Être à côté de boutiques de jeux, pourquoi pas si on fait les choses vraiment différemment et si ça se passe bien avec les autres. En l'occurrence, j'ai ouvert proche d'une boutique qui s'appelle Univers Parallèle, qui était plutôt spécialiste des jeux de figurines, des jeux de cartes à collectionner, ce que je ne vendais pas du tout à l'époque. On fait un tout petit peu de cartes à collectionner, mais on n'est clairement pas une boutique référente là-dessus à Toulouse. Et donc vraiment, c'était un public très différent et cette boutique existe toujours et tourne toujours. Toutes les boutiques, pour rester sur Toulouse, sont très proches les unes des autres. On est tous globalement autour de la place du Capitole, tous voilà, à quelques minutes à pied les uns des autres. Et depuis 2010 que c'est le jeu ouvert, tout le monde a continué à progresser, à travailler avec sa clientèle. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas eu de conséquences négatives sur les collègues, les concurrents en local depuis que j'ai ouvert ma boutique. Et du coup, une fois que tu as trouvé l'emplacement, le lieu, comment ça s'est passé? C'était un ancien local que tu as dû tout retaper, repeindre, refaire ou comment ça s'est passé? Et oui, alors ça, c'est dans le commerce, c'est inévitable, hein, quelle que soit l'activité, en général, il faut donner un coup de propre et surtout adapter le local à son activité. C'était assez rapide sur le premier local, 1 mois et demi, 2 mois de travaux que j'ai fait à peu près tout seul avec de l'aide de copains. Donc effectivement, oui, on a tout repeint, on a recloisonné, on a meublé. Ça se fait pas en 5 minutes. C'est un gros boulot, mais c'est absolument indispensable. Et après, comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais tout seul dans la boutique ou tu as directement employé des salariés ou comment ça s'est passé? J'ai été tout seul pendant 1 an et demi, à part la première période de Noël où j'avais embauché du renfort sur le mois de décembre. Mais effectivement, le premier salarié à temps plein qui a travaillé avec moi, c'était à peu près 1 an et demi après l'ouverture. Au moment où justement l'activité me permettait de pouvoir commencer à dégager un salaire, sachant que moi je me payais presque pas à l'époque. Petit à petit, voilà, en fonction de l'activité, j'ai ajusté. J'avais anticipé dans mon projet de pouvoir me passer de rémunération, d'avoir une rémunération très faible pendant un certain temps. Et voilà, donc pendant à peu près 1 an et demi, j'étais tout seul à faire toutes les horaires d'ouverture de la boutique, sans fermer au déjeuner, donc à manger mon petit sandwich entre les clients. C'était pas simple, mais c'était une belle expérience parce que quand c'est son projet, on y croit, on est à fond. Et donc avec le recul, je me dis voilà, c'était vraiment dur, hein, c'est vraiment difficile parce que bosser autant, plage horaire aussi large. Je me rappelle encore d'une ligne d'éclairage qui avait pété. Bon bah je me retrouvais à 7 heures du mat à Laurent Merlin, acheter le truc, le transfo, me dépêcher d'aller faire remplacer ça avant 10 heures avant l'ouverture de la boutique. Voilà, il y a des situations parfois un peu compliquées, mais c'est plutôt des bons souvenirs.
Ouais, c'est du vécu et maintenant t'en rigoles. Ah bah oui, complètement. Après, maintenant, j'ai la chance de plus être tout seul, d'être dans voilà, une situation qui est un peu plus appréciable, d'avoir un peu plus de moyens, donc de pouvoir faire appel à des artisans de temps en temps et de pas tout faire moi-même au niveau bricolage et tout ça, parce qu'il y a toujours des réparations, toujours des choses à faire en dehors même de l'activité de la boutique. Ok, donc au bout d'un an et demi, tu as réussi à commencer à pouvoir te rémunérer et pouvoir rémunérer quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, tu as employé de plus en plus de salariés. C'est venu au fur et à mesure. Ouais, tout à fait. À chaque fois, bah, par rapport à l'activité qui augmentait, au fait que bah, il fallait être suffisamment nombreux pour pouvoir accueillir les clients, gérer les stocks. Donc oui, ça s'est fait au fur et à mesure, tout au long des années. À chaque fois, l'activité progressait, et donc besoin de renfort. Et donc aujourd'hui, on est une équipe de 7 personnes. Donc c'est bien. Bravo. Et comment ça s'est passé au début? Comment tu as fait une fois que tu as eu les locaux, une fois que tu as repeint, comment tu as fait pour avoir les jeux de société? Tu t'es mis en lien avec différentes boutiques ou comment tu as fait? Non, alors là, c'est même déjà avant la création de la société, j'avais déjà pris contact avec à peu près tous les éditeurs et les distributeurs, en tout cas les plus importants, les essentiels. C'est essentiel d'ailleurs aussi parce que pour faire son business plan, il faut bien savoir quelle est la marge qu'on peut dégager. J'avais effectivement pris contact déjà en amont avec les distributeurs. Donc effectivement, je savais déjà à peu près à l'ouverture de la boutique quel serait mon stock, quelle serait la sélection de jeux que j'allais proposer. Donc, tout ça s'est fait assez naturellement. Et je pense que pareil, au fur et à mesure que la boutique avançait, tu as dû grossir, contacter d'autres éditeurs par la suite. Ça fait partie du boulot, c'est-à-dire que d'être en recherche de nouveautés, de produits différents, originaux. Alors, dans le jeu, je dirais ça c'est facile, les acteurs sont quand même plutôt bien implantés et c'est plutôt eux qui viennent vers vous. Les années passant, on s'est un peu diversifié, on fait des maquettes en bois sans colle mécanique, on fait un peu de jonglage, on fait voilà, on propose des univers aussi en dehors du jeu de société, mais qui restent dans le loisir, qui restent pris de passer des moments sympas, malins et fun, que ce soit seul, à plusieurs. Et donc là, effectivement, il y a une vraie démarche d'être en permanence à rechercher des produits nouveaux, originaux, malins qu'on trouve pas partout et qu'on a envie de faire découvrir. Comme nous, on est émerveillés par ces produits-là, on a envie de les faire partager à notre clientèle. Voilà, donc ça, effectivement, c'est une recherche permanente. Depuis l'ouverture de la boutique, voilà, en permanence, on est à l'affût de ce qu'on pourrait proposer de nouveau et d'original à nos clients. Et du coup, toi, donc depuis la création de ta boutique, donc tu mettais beaucoup d'investissement personnel, de ton temps, d'énergie et financier aussi, je pense. Aujourd'hui, tu as réussi à créer quand même du temps pour toi parce que tu as réussi à embaucher euh, des personnes où tu es toujours autant investi. Je suis toujours autant investi moralement. Après, physiquement, sur les horaires, effectivement, je travaille plus autant qu'avant. Surtout que bah, depuis, moi, je suis devenu papa, donc j'ai aussi envie de m'occuper de ma famille, ce que je n'aurais pas pu faire. Avec le recul, je me dis que ouvrir la boutique avec les enfants, ça aurait été vraiment, vraiment très, très compliqué. C'est pas du tout infaisable, mais ça aurait été encore plus compliqué. J'étais dans une situation assez idéale où, voilà, j'avais pas de contraintes, effectivement. Je prenais qu'un risque financier. Je prenais le risque de perdre de l'argent et perdre du temps, ce qui est en soi pas très grave. Et au niveau de ta clientèle, est-ce que tu penses que tu as toujours les clients de 2010 ou est-ce que ça a complètement diversifié? Est-ce que tu vois un changement? Alors, on a des clients qui nous sont fidèles depuis l'ouverture. Beaucoup sont devenus des copains. Euh, et qu'on se voit, on se voit en dehors de la boutique. Après, oui, la clientèle, bah, elle évolue aussi. C'est ça qui est très rigolo aussi, c'est-à-dire que les gens qu'on conseille une première fois, voilà, qui reviennent, ah, c'était génial le jeu que vous nous avez conseillé, qu'est-ce que vous nous conseillez d'autre? Et puis, bah, on les accompagne et on voit que leur profil de joueur évolue. Peut-être qu'ils vont vers des jeux de stratégie plus complexes. Il y a vraiment cet accompagnement qui est assez génial parce que bah, il y a une vraie relation qui se crée de confiance vis-à-vis des conseils qu'on peut leur donner. Donc ça, c'est hyper gratifiant, hein. C'est ce que je dis souvent à mes collaborateurs. Il y a aucun autre métier ou pas beaucoup d'autres métiers où on a des retours aussi gratifiants et immédiats sur la qualité de notre travail. Et quand les clients reviennent avec le smile comme ça en disant ah, ce que vous avez conseillé, c'était génial. On sait qu'on a fait ce qu'il fallait, on a fait le boulot correctement et ça, c'est vraiment génial. Donc après, la clientèle, elle s'est surtout élargie. On s'est rendu compte aussi qu'on touchait énormément de touristes, que ce soit des touristes français ou étrangers. Et voilà. Et là, je me dis qu'effectivement, j'ai réussi mon pari de réussir à faire rentrer dans ma boutique des gens qui
sont pas forcément concernés par le jeu de société, c'est pas forcément pour ça qu'ils rentrent dans la boutique. Et du coup, de leur faire découvrir justement que il y a aussi des jeux qui sont bien pour eux. C'est vrai que la boutique, elle est très attirante. Enfin, je trouvais que c'est agréable d'y aller. Enfin, je sais qu'à chaque fois que je passe sur Toulouse, je passe souvent dans la boutique pour voir un peu les nouveautés. Donc, bravo pour le travail. Et du coup, en fait, tu attires tout type de clients, aussi bien des experts en jeu que ceux qui connaissent pas le jeu, quoi. Tout à fait. Après, c'est vrai que pour les experts, alors ça c'est assez rigolo aussi, c'est qu'on a une clientèle de gens qui s'y connaissent bien, qu'on connaît bien, parce ils viennent nous voir régulièrement, et on sait que ces gens-là, en fait, ils fréquentent toutes les boutiques de Toulouse. Ils sont pas forcément, voilà, ils achètent pas forcément dans une seule boutique. Alors il y en a aussi, hein, il y en a qui nous sont très fidèles et qui veulent surtout pas acheter ailleurs. Et on est très contents de ça. Il y a aussi pas mal, voilà, de gens qui vont de boutique en boutique pour profiter justement du fait que les conseils sont pas tout à fait les mêmes, qu'on n'a pas les mêmes goût, on n'a pas les mêmes approches pour conseiller et que donc c'est pertinent aussi d'aller voir un peu comment ça se fait ailleurs pour avoir un conseil différent, un choix différent. Aujourd'hui, le marché fait qu'on ne peut pas avoir toutes les références en rayon. En tout cas, on ne peut pas être pertinent sur le conseil sur toutes les références qui existent sur le marché. On ne peut pas avoir eu le temps de les tester, c'est pas possible. Et donc effectivement, on va avoir chacun, dans chacune des boutiques, vraiment une approche différente sur la façon de sélectionner nos produits, de conseiller les clients. Et donc, ça, je pense que c'est tant mieux pour tout le monde. Et du coup, j'ai interviewé il n'y a pas longtemps Clément Torier, donc de la Taverne du Troll, qui me Ouais. disait qu'il était en lien avec C'est le jeu. Donc en fait, quand il a eu son idée de vouloir créer son bar à jeux de société, en fait, il a été vous voir et vous vous êtes mis en lien pour proposer les jeux de société que tu avais en boutique à son bar à jeux, c'est ça? Tout à fait. En fait, alors ça, c'est vrai qu'elle était assez sympa. Il est venu nous, le feeling est passé tout de suite. Mais c'est quelque chose qu'en fait qu'on fait vraiment de façon quotidienne sur des demandes, que ce soit effectivement un bar à jeux, une ludothèque, d'accompagner sur le choix, sur la sélection des jeux à avoir en stock en fonction du public, de l'environnement. Et donc, effectivement, avec Clément pour la Taverne du Troll, on a travaillé ensemble sur la sélection des jeux. Lui, il avait déjà en tête toute une série de jeux, ce qui est normal parce qu'il a sa culture à lui. Et à partir de là, on a travaillé ensemble pour lui proposer d'autres choses qu'il ne connaissait pas forcément, mais qui étaient aussi très pertinents à proposer dans le cadre d'un barrage. Ouais, j'avais trouvé ça vraiment chouette parce que quand je suis allée à la Taverne du Troll, il avait un petit tampon, il m'avait dit, bah voilà, si tu viens régulièrement, tu peux avoir, je sais plus, une Une réduction. remise, oui, ouais, tout à fait. C'est le Oui, jeu. ces partenariats qui sont sympathiques. On l'a eu fait aussi parfois, même avec des commerces qui n'ont rien à voir, mais de proximité qui sont dans la même rue. Enfin, entre commerçants indépendants, il y a quand même beaucoup d'entraide et beaucoup de bienveillance les uns les autres. On est tous, on a tous des problématiques en commun. Je trouve qu'à Toulouse, on a vraiment de la chance parce que même entre boutiques de jeux, ça se passe très bien. On discute, on prend le Uber ensemble quand on va à Cannes parce qu'on se retrouve dans le même avion. Voilà, enfin, donc c'est pas comme ça dans toutes les villes. Et c'est vrai qu'on a cette chance énorme à Toulouse de pouvoir discuter entre nous. Voilà, on va pas forcément faire des partenariats, mais on va se dépanner les uns les autres, ça arrive de temps en temps. Et effectivement, avec les barrageux, chaque barrageux va avoir effectivement des affinités avec telle ou telle boutique et travaille comme ça, enfin, c'est très, très agréable. Il y avait aussi des éditeurs sur Toulouse. J'ai pas eu l'occasion Il y en de... a. Ouais. Il y a notamment Blue Cocker qui est sur Toulouse. Il y a justement Jules Messot, qui est l'auteur d'Acropolis, travaille pour un éditeur. Alors, lui travaille chez lui à Toulouse. L'éditeur, Ok. lui, est basé là-bas. Mais bon, voilà. Donc, on peut dire aussi il est éditeur aussi. C'est son métier. Il travaille, Ok. il travaille pour Allchap. Il y a effectivement à Toulouse, il y a un bon vivier au niveau du jeu, déjà au niveau des ludothèques. On est, je crois, une des villes de France où il y en a le plus. Il y a Ok. beaucoup d'associations et il y en a de plus en plus et qui sont très dynamiques. Il y a un des plus gros festivals de France qui est l'Alchimie. Il y a un très beau vivier de joueurs, de jeux. Le monde du jeu à Toulouse est assez riche et ça, c'est très chouette. Et après, effectivement, il y a une association d'auteurs de jeux à Toulouse. Voilà, enfin donc effectivement, on a la chance, on est une ville très très ludique. Et du coup, donc tu as parlé du festival de Cannes tout à l'heure. Tu Ouais. y vas chaque année au festival ou comment ça se passe? Longtemps avant d'y aller, parce que quand on est tout seul ou pas beaucoup dans une boutique, c'est compliqué. Moi, j'ai jamais souhaité fermer la boutique pour aller au Festival de Cannes. Je sais qu'il y en a qui le font, mais ça, moi, c'est pas comme ça que je l'ai abordé. Donc, j'ai mis pas mal de temps avant de faire mon premier Festival de Cannes.
Et après, non, j'y vais pas forcément tous les ans et surtout, j'essaye de pas forcément y aller moi, mais aussi d'envoyer mes collaborateurs. On peut pas tous partir en même temps, encore une fois, parce que pour moi, ça n'a pas de sens de fermer la boutique pour aller découvrir des jeux. Enfin, ça fait partie des moments essentiels dans notre métier parce que ça permet de rencontrer à peu près toute la profession en même temps et donc d'avoir des discussions un peu différentes de celles qu'on peut avoir soit au téléphone au quotidien, soit quand il y a les commerciaux qui passent nous voir pour présenter les jeux en boutique, ou voilà, on va pas forcément prendre le temps de parler d'autres sujets. Donc ça, c'est essentiel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a Cannes, qui est le gros festival. Et au niveau des professionnels, il y a aussi Vichy, qui a lieu en septembre, et qui est en train de devenir aussi important que Cannes, côté professionnel en tout cas. Voilà, quasiment toutes les boutiques, tous les éditeurs sont présents à Cannes et à Vichy maintenant aussi. Et du coup, à chaque fois, tu envoies une ou deux personnes dans ces festivals. Exactement. Est-ce que, à toi, de titre personnel, tu t'aimerais, parce qu'en fait, en France, on a énormément de festivals de jeux de société. Il y a Paris Ludique, il y a, bah, du coup, tu en as parlé de Toulouse, il y a Partenay. Est-ce que tu as déjà été dans ces différents festivals ou pas encore? Alors, Partenay, j'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller. C'est une période un peu compliquée en juillet. Paris Ludique, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois. Après, là, tu parles effectivement des très grands festivals. Il faut voir qu'à Toulouse, aujourd'hui, il y a au moins 5 ou 6 festivals de jeux dans l'année. D'accord. Parce qu'il y a le festival de Toulouse, mais il y a aussi le festival de Colomiers, celui de Blagnac, celui de Font-Beaux-Arts. Donc, ils ont tous des tailles très différentes et des ambiances très différentes. Et c'est comme ça un peu partout en France, en fait. Il y a les très gros festivals, mais il y a plein de petits festivals. Il y en a, en fait, tout le temps et partout. Et c'est tant mieux parce que ça permet aux gens d'avoir accès aux jeux et de découvrir les jeux dans des meilleures conditions possibles avec des gens qui vous les expliquent. C'est toujours des super bonnes ambiances. Donc, voilà, il y a beaucoup de festivals. Personnellement, en tant que ludicaire, pour moi, ceux qui sont vraiment pertinents, c'est ceux où les professionnels, les éditeurs sont là pour nous présenter leurs futurs jeux, pour pouvoir savoir ce qui va sortir. Et pour ça, clairement, Cannes et Vichy sont beaucoup plus adaptés que les autres. Alors, je sais qu'au PEL, là, cette année, il me semble qu'il y a vraiment un espace pro assez conséquent, mais on n'a pas prévu d'y aller. D'accord. Bah, moi, j'y vais, donc je verrai. C'est la première fois que je vais y aller. On va revenir un peu sur les jeux de société. Toi, quels sont les types de jeux que tu proposes dans ta boutique? Alors clairement, on a à peu près tout ce qui se fait dans le jeu, à part le jeu de figurines. Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, on a aussi bien du jeu de cartes à collectionner, donc on a du Magic, du Pokémon, hein, on reste simple. Un peu de jeu de rôle, on a un petit rayon de jeu de rôle avec surtout des boîtes d'initiation, parce que ça correspond à notre public. Et après, effectivement, en jeu de société, ben, ça va du jeu enfant, jeu d'ambiance, jeu de stratégie, jusqu'à des jeux très costaud, même si c'est pas là où on va avoir le plus de choix. Encore une fois, hein, on est une clientèle plutôt familiale. Mais effectivement, on propose à peu près tout ce qui se fait dans le jeu, avec, encore une fois, un focus plus particulier sur tout ce qui est jeu d'ambiance et jeu familial. Et quand tu avais créé ta boutique en 2010, tu étais parti sur des jeux de société aussi familiales et en fait, tu as augmenté au niveau des rayons en Oui, fait. tout à fait. Tout Ok. à fait. Et puis aussi en fonction de l'affinité de mes collègues, parce qu'effectivement, on a chacun sa culture et ses goûts personnels. Et donc, on va être plus pertinent à conseiller des choses qu'on connaît bien, qu'on aime et qu'on sait dans quelles conditions ça fonctionne. Donc, il y a des choses sur lesquelles on est un peu moins à l'aise. Un gros jeu de stratégie qui dure 3 heures, c'est un format qui me plaît beaucoup moins que un jeu de stratégie un peu plus accessible qui va se jouer en une demi-heure, 1 heure et sur lequel on va pouvoir éventuellement enchaîner une ou deux, deux ou trois parties. Voilà, c'est plus ma tasse de thé. Je voulais rebondir sur le recrutement. C'est intéressant de savoir comment tu recrutes les personnes. Est-ce que c'est des clients qui sont devenus des salariés ou comment ça s'est passé? Il y a un peu tous les profils. On a des clients qui sont devenus des salariés. J'ai fait bosser des copains aussi. Là, au début, ça commence un peu comme ça. On a beaucoup de gens qui viennent pour nous poser des CV, pour nous demander, voilà, pour nous proposer de travailler avec eux. C'est toujours très compliqué parce qu'il faut trouver des gens qui sont à la fois, qui aient vraiment une vraie culture jeu, qui connaissent déjà une bonne base de jeu parce que bon, on peut pas tout connaître, mais si on n'y connaît rien, ça va être très compliqué de conseiller. Donc il faut déjà avoir une bonne culture jeu et puis contact avec la clientèle. Et après derrière, c'est nous qui faisons le travail de formation de comment aborder ça.
Mais effectivement, le recrutement, c'est une partie difficile. C'est tous les ans une nouvelle remise en question parce que tous les ans, on a besoin de renforts pour la période de Noël. Et donc, c'est vrai que bah, voilà, on sait qu'on a ces phases de recrutement tous les ans récurrentes et c'est toujours un peu compliqué. Après, quand on a la chance d'avoir travaillé avec des collaborateurs avec qui ça s'est super bien passé, qui étaient contents de travailler avec nous et nous, on était super contents de travailler avec eux et qu'on a l'occasion de retravailler avec eux. Et en général, ceux qui sont, enfin, la plupart de l'équipe actuelle qui est en CDI, la plupart d'entre eux ont bossé à une période de Noël en CDD à un moment donné avec nous et voilà, et tout le monde était content et on avait besoin d'agrandir l'équipe. On avait, bah, si tu veux, tu restes. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est chouette d'avoir recruté comme ça. C'était en fait surtout, tu mets en priorité sur leurs compétences au niveau de société et pas forcément commercial ou autre, quoi. Ah non, non, on recherche aucun diplôme particulier, on recherche aucune formation particulière. C'est vraiment pas ça du tout nos critères, quoi, hein. C'est vraiment avoir suffisamment de culture jeu pour pouvoir être pertinent en conseil, être capable de pitcher un jeu, de donner envie sur un jeu en quelques phrases. Ça, c'est pas un exercice facile non plus. Les gens qui ont travaillé en ludothèque ont souvent un travers qui va être de rentrer dans le détail de la règle, ce qui n'est pas le but du jeu du tout quand on est en boutique, pas embrouiller le client, ça va pas servir à grand chose. Et, il faut réussir à, en quelques phrases, en quelques exemples, le ton du jeu, l'ambiance, voilà, quelle interaction il va y avoir entre les joueurs, quelle ambiance ça va générer. Et ça, effectivement, ça demande de bien connaître le jeu et puis bah, d'être capable de le synthétiser. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à apprendre. Voilà, donc ça fait partie des critères importants aussi dans notre sélection. Quel est ton type de jeu de société que tu aimes et quel est ton jeu de société du moment? Alors, comme je disais, moi j'aime bien les jeux que j'appelle familiaux, donc des jeux un peu de stratégie, voilà, plutôt de stratégie, mais avec un niveau de règles assez simple et puis des parties pas trop longues. Mon jeu de prédilection, c'est les Aventuriers du Rail, pour vous donner un exemple. Voilà. En ce moment, on joue énormément à trio en famille, un petit jeu de cartes de chez Cocktail Game qui est juste exceptionnel. Donc ça, voilà, ça c'est typiquement le genre de jeu que j'apprécie particulièrement. C'est vers ce type de jeu que je me dirige en premier. J'aime bien de temps en temps jouer à un jeu de stratégie un peu plus costaud. Et évidemment, quand l'ambiance s'y prête, sortir un jeu d'ambiance, Fiesta de los Muertos, un top 10, je sais qu'on va passer un bon moment, quoi. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées concernant la création de ta boutique et comment tu as fait pour trouver les solutions et avancer? Vaste sujet. Des difficultés, il y en a partout, dans tous les sens, notamment administratives, hein, c'est toujours très compliqué. Pas hésiter à faire appel à l'entourage. Quand même, administratif, ça peut être, je sais pas, l'expert comptable, ça peut être d'autres personnes, d'autres chefs d'entreprise. Je sais que dès la création de ces jeux, j'ai rencontré d'autres ludicaires, d'autres gens qui avaient aussi des boutiques de jeux. Et c'est vrai que on échange souvent entre nous, alors pas forcément en local, c'est plus facile. Euh, Mais effectivement, ça aussi, c'est tiens, t'as tel problème, comment tu l'as résolu? J'ai le même, ouais, j'ai trouvé telle solution, ah ben, moi je pensais faire plutôt ça. Ça apporte pas forcément de réponse, mais ça permet de se rassurer sur l'approche qu'on a du problème et puis de se dire que bah tiens, lui il a choisi telle réponse, telle solution, moi je vais peut-être plutôt prendre celle-ci et ça me confirme dans mon choix parce que les problématiques sont pas exactement les mêmes. Aujourd'hui, il y a une association qui s'appelle le Groupement des boutiques ludiques, le GBL, qui existe depuis quelques années maintenant et qui regroupe à peu près tous les ludicaires de France, enfin, ou pas loin, hein, je crois qu'on est presque 200 boutiques adhérentes. Ben justement, ça permet notamment ce type de discussion, partager, on a plein de problématiques en commun, et donc ça permet de partager là-dessus. Encore une fois, on n'a pas la réponse tout de suite qui nous arrive dessus, mais ça permet de prendre du recul et d'être dans les meilleures conditions pour pouvoir prendre les bonnes solutions, pour trouver les bonnes solutions, prendre les bonnes décisions. Le principal point pour trouver des solutions aux problématiques du quotidien, c'est de faire appel à l'entourage et c'est souvent de bons conseils et où voilà, ça permet d'avancer, quoi. Quels sont les conseils que tu donnerais pour une personne qui souhaiterait créer une boutique? Bah déjà de bien faire préparer son projet, faire un business plan sérieux parce que bah, le marché effectivement il évolue bien, mais il y a beaucoup 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 de boutiques maintenant, il y en a un Mm, peu partout, donc mm. voilà pas facile.
Justement, essayer de faire en sorte que si on s'implante pas trop loin d'une autre boutique, bah, que ça se passe bien, donc d'aller se présenter avant, d'en discuter avant, d'expliquer pourquoi il n'y aura pas forcément une concurrence et une guerre entre les boutiques parce qu'on ne travaille pas forcément de la même façon. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai pas fait suffisamment et je regrette, même si j'ai eu la chance, ça s'est plutôt bien passé avec mes collègues toulousains. Voilà, donc effectivement, faire voilà, bien réfléchir avec ce qu'on veut proposer aujourd'hui. On peut pas avoir tous les jeux en stock, surtout quand on débute, et donc faire attention à quelle boutique on veut faire, pourquoi elle va être différente de celle des autres. Et je vais revenir un peu sur les prix des jeux de société. Comment tu arrives à mettre un prix sur les jeux de société? Est-ce que c'est en fonction des éditeurs qui te font un tarif et tu dis bah, c'est à tant que je vais Ouais. proposer? Comment ça se passe? Exactement. Nous, on a une politique depuis toujours de suivre ce qu'on appelle les prix conseillers éditeurs. Donc l'éditeur, quand il sort un jeu, il dit bah, vous, à la boutique, on vous vend ce prix-là, mais on vous conseille de le vendre à votre clientèle à tel prix. Ce qui vous permet d'avoir une marge à peu près correcte pour vivre, ce qui permet de vendre les jeux à des prix dérisoires, ce qui serait dangereux pour l'activité parce que potentiellement, c'est le risque de mettre la clé sous la porte au bout de quelques mois parce qu'on ne gagne pas assez d'argent pour vivre. Et surtout, bah, ça fait une concurrence vis-à-vis des autres qui bah, mettent un prix qui permet de payer correctement ses équipes et de pouvoir apporter du conseil. Aujourd'hui, on peut trouver des jeux moins chers sur Internet, mais parce que justement, c'est Internet. Vous n'avez pas le conseil, vous n'avez pas l'accompagnement, partez pas avec votre boîte directement en sortant de la boutique, il faut attendre un jour ou deux au moins pour la recevoir par la poste. Le service n'est pas le même. Donc moi j'ai pas de souci sur le fait que bah, du coup ça puisse être un peu moins cher. Ça concerne pour moi ça concerne pas tout à fait le même public. En tout cas encore une fois, moi j'ai toujours cherché à attirer des gens qui sont pas forcément des joueurs. Donc c'est des gens qui n'auraient pas forcément allé acheter un jeu sans conseil sur internet. Les deux démarches d'achat pour moi sont assez complémentaires et sont pas forcément en concurrence l'une par rapport à l'autre. Notre politique c'est de suivre les prix conseillers éditeurs et c'est ce qui permet de payer correctement l'ensemble des ludicaires qui travaillent dans la boutique. Quand vous recevez les jeux, comment ça se passe? Est-ce que c'est le temps de midi que les salariés jouent entre eux pour découvrir les jeux ou comment ça se passe? Plusieurs façons de découvrir les jeux. Comme je disais, on a la chance d'avoir des commerciaux qui passent nous voir pour nous présenter les futures sorties. Il y a effectivement, comme on disait, les salons comme Cannes, Vichy, ou éventuellement même en local les festivals pour pouvoir découvrir justement tous les jeux qui vont sortir dans les mois qui suivent. Donc là, on est plus sur de la présentation, on n'est pas sur de la partie à proprement parler. On joue pas, mais on se fait présenter les jeux, ce qui permet déjà de pouvoir bien ressentir le prix du jeu et voir si ça correspond à ce qu'on a envie de proposer à notre clientèle. Non, après, les temps de jeu, c'est plus le soir, chacun chez soi ou entre nous. Enfin, on fait régulièrement des soirées jeux entre nous. Alors, le Covid a été une période un peu compliquée pour ça. Il a fallu remettre un petit peu en place ça. Enfin, voilà, sachant que quand on joue le soir, il y a vraiment deux approches. Il y a de temps en temps, c'est vraiment l'objectif, c'est de tester les nouveautés. Et après, il y a aussi juste se faire plaisir. Donc, il y a aussi parfois des soirées où on joue à des jeux auxquels on a déjà joué parce qu'on les aime bien et qu'on a envie de se faire des parties. Oui, c'est d'ailleurs ce qui fait rire nos clients quand on leur dit qu'on ramène beaucoup de travail à la maison. Parce qu'effectivement, oui, on joue beaucoup. Moi, j'ai des enfants, la plupart des jeux enfants, je les ramène à la maison, on les teste ensemble et on voit comment ça se passe. Et donc eux, ils sont super contents. Nous, ça nous permet d'avoir vraiment l'expérience du jeu et de voir comment les enfants l'appréhendent. Tous individuellement, chacun de notre coin, on joue, on passe beaucoup de temps à jouer en dehors des heures de travail. Et de temps en temps, on joue aussi ensemble, mais c'est la plupart du temps en dehors des heures de travail, c'est vraiment du temps de loisir. À la boutique, c'est compliqué. Alors après, mes collègues se font des petits tournois, des petites parties de Magic ou pendant les pauses déjeuner. Enfin, ça, voilà, ça, ça arrive quand même assez régulièrement qu'il y ait des petites parties dans l'arrière-boutique pendant les pauses déjeuner. Quand vous ramenez les jeux chez vous, en fait, c'est avec la famille ou les amis, quoi. Exactement. En priorité, c'est la famille et les amis, et c'est pareil pour tous les membres de l'équipe, hein. On va principalement jouer avec notre entourage direct. Voilà, et je vous dis que assez régulièrement, on se revoit entre nous pour jouer, mais on a plus l'occasion de jouer avec la famille et l'entourage et les copains. Et comment vous avez vécu bah, justement la période Covid? Est-ce que bah, du coup la boutique a fermé? Comment ça s'est passé? Alors bah oui, on n'avait pas le choix, hein, donc tant qu'on a pu, on a ouvert. Quand on nous a demandé de fermer, on a fermé. Bah, il y a eu plusieurs phases, hein. Le premier confinement a été très compliqué parce que personne ne savait où on allait, plus rien ne fonctionnait, il n'y avait pas de poste, rien. Même la vente en ligne, c'était pas possible. Au début, en tout cas. Après, on a essayé de trouver des solutions comme tout le monde. Donc sur les autres périodes de fermeture, bah, on a beaucoup travaillé le click and collect. On a même fait des livraisons.
en trottinette, en vélo, en local dans Toulouse, pour maintenir une activité minimale au moins, voilà, que rester quand même impliqué dans l'activité. On a eu de la chance parce qu'effectivement, le jeu de société, pendant les périodes d'ouverture, les gens ont beaucoup consommé de jeux de société parce que justement pendant les périodes de confinement, ils étaient contents d'avoir de quoi jouer chez eux. Donc ça a compensé les périodes de fermeture. Pour nous, ça a juste compensé, on est bien sorti. Pour d'autres, ça a été carrément l'explosion. Il y a des éditeurs qui ont fait des croissances incroyables pendant ces 2 années de Covid. Avec l'équipe, on se faisait au moins une visio par semaine, histoire de discuter entre nous, de voir si tout le monde avait le moral, que tout allait bien, parce que on avait instauré ça. Et je sais qu'il y en a quelques-uns dans l'équipe qui ont trouvé des moyens de jouer en visio, profiter de ces moments libres pour continuer des campagnes sur des jeux et tout ça. Donc le avant Covid, pendant Covid et après Covid. Le après Covid, souvent, quand tu as rouvert la boutique, c'est monté en flèche, non? Alors oui et non. Enfin, il y a eu des demandes qu'il n'y avait pas avant. Il y a eu une explosion de la demande de puzzle que clairement personne n'a eu avant. Le puzzle a explosé, tout le monde était en rupture. Enfin, tous les éditeurs n'arrivaient pas à suivre. Donc, du coup, c'est suite à ça que nous, on avait un tout petit rayon puzzle, et il a pris un peu plus de place. Et aujourd'hui, il a gardé cette place-là. C'est-à-dire que ça reste un rayon conséquent, alors qu'avant, on avait un choix très restreint. Enfin, moi, ce qui m'avait vraiment marqué, c'était, enfin, la veille des autres confinements, à part le premier qui a surpris tout le monde, donc personne s'y attendait, on savait pas dans quoi on allait. La veille des autres confinements, on a à chaque fois fait des journées exceptionnelles où les gens se ruaient en fait chez les libraires et chez les ludicaires pour s'équiper en vue de rester plusieurs semaines enfermés chez eux. Voilà, donc ça, notamment, c'était la veille du deuxième confinement. Notre rayon de joueurs a été littéralement vidé. J'avais jamais vu ça. C'est qu'on avait plus une seule boîte dans le rayon de joueurs. C'était voilà, en une journée, le rayon s'est vidé. Ça m'a marqué et ça montrait bien à quel point les gens on avait marre de regarder la télé. Enfin voilà, on a vécu le premier confinement, on sait dans quoi on s'embarque. On va essayer de le gérer un peu différemment ce deuxième. Et quelle serait pour toi la définition du mot joueur? Alors déjà, on l'était inhérent à la nature humaine d'avoir envie de s'amuser. C'est compliqué dans le sens où on est tous joueurs, mais pas forcément de la même façon. C'est juste avoir envie de passer un bon moment et de s'amuser. Après, effectivement, on peut être joueur sans être joueur de jeux de société. Il y a le jeu vidéo, il y a plein d'autres formes de jeux. Les mots croisés, les mots fléchés, c'est du jeu aussi. Les casse-têtes, c'est du jeu. Les puzzles, c'est un loisir aussi qui est proche du jeu. Enfin, on l'est tous, mais avec des profils totalement différents. J'essaierai pas de te dire tellement plus. C'est comme la définition de jeu de société. C'est très compliqué de définir ça parce que ça a une image et une définition différente dans la tête de chacun, en fait. Enfin, qui je pourrais interviewer prochainement? Comme tu dis, ouais, tu as cité à peu près tous les gens qui gravitent autour du jeu de société ou qui participent à rendre de plus en plus populaire le jeu de société. Je pense que tous ces gens-là ont des choses intéressantes à dire sur le jeu parce que c'est une espèce d'alchimie complètement improbable entre un créateur qui va avoir des idées, qui a quelque chose de très artistique, très, très créatif, et un éditeur qui, lui, a des contraintes économiques, matérielles, qui sont très fortes, et cette alchimie qui permet de combiner les deux et d'avoir à la fin un produit ludique qui va plaire au plus grand nombre. C'est un sujet que je trouve vraiment pertinent parce que c'est vraiment une question de rapport humain. Et donc, Mm. c'est différent à chaque fois. Et donc, quand on discute avec des auteurs et des éditeurs sur cette façon de travailler ensemble, à chaque fois, le point de vue est un peu différent. À chaque fois, il y a des choses différentes. Et donc, ça, je trouve c'est très, très enrichissant de partager ça. Et donc, effectivement, je t'invite à discuter de ces sujets-là avec des auteurs, avec des éditeurs. Tu me parlais de Jules Messot tout à l'heure. Lui, il est assez bien placé pour ça, vu qu'il a un peu les deux casquettes. Et que je sais qu'en tant qu'auteur, il est récompensé pour Acropolis, à juste titre, parce que son jeu le mérite largement. Quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? D'essayer de choisir le jeu qui leur convient, dans le sens où un jeu de stratégie trop complexe pour des joueurs pas assez aguerris, c'est le meilleur moyen de les dégoûter à vie du jeu de société. Dire, mais c'était trop compliqué, on n'a pas réussi à jouer, on n'a rien compris, ça a duré des heures. Et ça, c'est une expérience qui est horrible. Et donc, il faut absolument faire attention à ça. Voilà, de savoir sortir le bon jeu en fonction des gens autour de la table et de l'ambiance qu'on recherche. En tant que joueur, il y a rien de plus facile que dégoûter quelqu'un d'autre du jeu de société en sortant le mauvais jeu. Donc, attention, surtout ne le faites jamais.
Voilà, il faut au contraire donner envie et essayer d'avoir les jeux qui s'adaptent au public, qui s'adaptent bien au public présent et à l'ambiance qu'on recherche. Donc, bah, merci pour cette interview et puis bah, je te dis à une prochaine peut-être. Merci à toi et bon courage pour la suite et pour toutes ces interviews à venir. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Pensez à vous abonner pour voir les prochaines interviews, les prochaines vidéos qui vont sortir. Si vous êtes intéressé par les 5 meilleurs jeux de société pas chers, c'est ici, il suffit de cliquer et vous recevrez les 5 vidéos. Voilà, merci à vous et à la prochaine.